Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Pour tous, un bon entraîneur, un coach comme disent les jeunes, est supposé être un spécialiste, un conseil, un guide, parfois même un père. Bref, il doit être un tout, mais peut-il être noir? Ou plus largement, peut-il être originaire du continent? Cette question, volontairement provocante, je la pose parce qu'il suffit de regarder autour de nous pour voir que l'entraîneur africain ne fait pas la une des journaux spécialisés, n'est pas la star invitée sur les plateaux de télévision, et pour cause. Si on parle de foot, 2 entraîneurs noirs dans le championnat français. 0 en Angleterre, 0 en Italie, 0 en Espagne. Alors que les joueurs africains sont légion dans les plus grands clubs européens. Si on parle de basket, notamment de NBA, 30 équipes, 7 coachs noirs, alors que les plus grandes stars de la NBA sont afro. Parlons des sports individuels. Qui est capable, à part les spécialistes, de me donner le nom du coach du Usain Bolt, Floyd Mayweather, ou de la star montante du MMA, Francis Ngannou? Pourquoi ce manque de visibilité? Pourquoi l'entraîneur africain devrait-il rester dans l'ombre? Est-ce que, comme le dit Johnny, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir? Eh bien, Johnny se trompe et on va vous dire pourquoi maintenant. Pour aborder ce thème aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois notre ami Nasser Sanjak. Bonjour Nasser. Bonjour Laurent. Nasser, ex-sélectionneur de l'équipe d'Algérie de football. Et pour la première fois, je reçois quelqu'un dont j'ai un petit peu parlé dans le préambule, puisque je reçois Fernand Lopez. Bonjour Fernand. Bonjour Laurent. Bonjour Fernand, Nasser. vous êtes le fondateur de la MMA Factory. Vous êtes coach de grands champions de MMA, dont notamment Francis Ngannou, comme je disais tout à l'heure. Donc ceux qui ne connaissaient pas le coach de Francis Ngannou est là. C'est moi. Mais vous êtes aussi coach de plein d'autres grands champions dont on va parler. Fernand, comme dit Johnny, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir pour les coachs africains? Pas d'accord. Je pense qu'on l'espoir, on peut la créer nous-mêmes. On peut créer notre avenir, on peut créer notre espoir. Non, je pense qu'on va reprendre les choses en main. Ça va changer. Ouais, vous trouvez que les choses changent actuellement? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement, peut-être qui est en route. Ouais, donc vous êtes plutôt optimiste. Vous, Nasser, donc noir c'est noir, vous c'est aussi l'Afrique, mais l'Afrique du Nord. On va pas se mentir, on a on peut dire que c'est la même problématique que les entraîneurs africains noirs. Les coachs du Maghreb sont pas forcément très représentatifs et très représentés dans les clubs. Est-ce que vous trouvez aussi que les choses sont en train de changer? Moi, je dirais que je regarderais la société, le cliché, du moins l'image que la société reproduit dans le monde. On se rend compte que tout ce qui est lié au management et à cette faculté de diriger est loin d'être intégré dans la mentalité des Blancs pour pouvoir mettre en place des blacks ou des beurs dans des clubs de haut niveau, où est à la responsabilité des équipes professionnelles. On est encore dans du tâtonnement, on est encore dans des explications, si ce n'est que on se rend compte qu'on les fait intervenir actuellement dans des postes de second, de troisième poste pour gérer un peu la discipline, pour gérer un peu ces garçons qui sont soi-disant très compliqués à gérer. Donc ouais, c'est les meilleurs interlocuteurs pour leurs semblables en fait. On est en train de classifier les gens, on les catégorise. Ah oui, mais de toute façon, on a ces postes-là actuellement. C'est-à-dire qu'on a des garçons qui gèrent la gestion. Des surveillants généraux quoi. À peu près. Tu es à peu près ça, surveillant, tu t'occupes de la gestion, de la discipline de ces garçons-là. C'est dommage parce que je pense qu'il y a... On est passé sur autre chose aujourd'hui, on est sur des garçons qui fonctionnent bien. Moi j'ai la chance de former des entraîneurs pros, des anciens pros qu'on a. Il y a des garçons qui sont blacks, qui sont très bons, on le voit tout de suite, ils sont très bons. Et le problème c'est qu'il faut que dans le monde de l'économie, que les présidents de clubs soient des beurs, soient des blacks, pour qu'eux, sans vouloir jouer encore la carte du communautarisme, viennent donner cette chance à ces garçons-là. Si eux ne le font pas, ça va être très compliqué pour nous pour pouvoir accéder à ces postes-là. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, comme à chaque fois, Nasser. D'ailleurs, on va rebondir sur pas mal d'éléments que vous venez de citer. Ce que je vous propose d'abord, c'est qu'on regarde le premier sujet d'Azine Yaoui qui revient un petit peu sur l'état des lieux mondial. Être noir et entraîneur de haut niveau, deux facteurs a priori tout à fait conciliables, mais qui sont en fait plus difficiles à associer qu'il n'y paraît. Lorsque l'on jette un œil sur les bancs de touche de nombreuses équipes sportives, rares sont les personnes de couleur à porter la casquette d'entraîneur numéro 1, poste majoritairement occupé par des hommes et des femmes blanches de peau. L'exemple le plus criant de cette inégalité dans la représentation des coachs est la dernière Coupe du Monde de football.
Parmi les 32 sélectionneurs présents en Russie l'été dernier, seulement un était de couleur noire, en l'occurrence Aliou Cissé, coach du Sénégal. Pire encore, l'ancien défenseur et capitaine des Lions de la Teranga, qui faisait partie des 2 représentants du continent africain avec le Tunisien Nabil Mahaloul, percevait à cette époque un salaire estimé à environ 200 000 € pour le tournoi, soit 19 fois moins que le technicien allemand Joachim Löw, payé lui 3,8 millions d'euros par sa fédération, et le tout pour un même résultat final, une élimination au premier tour de la compétition. Ancien joueur mythique de basketball, Doc Rivers a tenu récemment à témoigner des difficultés rencontrées par les coachs noirs en NBA. L'ancien meneur des Atlanta Hawks explique qu'il est très difficile pour un entraîneur noir de coacher des joueurs originaires d'Afrique, la plupart ayant un rapport difficile à la figure masculine noire avec laquelle ils ont été en conflit durant leur jeunesse. Coïncidence ou non, la Ligue nord-américaine de basket ne compte actuellement que 7 hommes noirs sur le banc des 30 franchises qu'elle rassemble. Et à la vue des tendances actuelles sur le continent africain, on peut légitimement se dire que les choses ne sont pas prêtes de bouger dans l'immédiat, preuve avec le mythe du sorcier blanc qui se perpétue. Sans basculer dans le communautarisme, une réorganisation de la répartition des postes à responsabilité ainsi qu'un changement des mentalités paraissent nécessaires pour tenter de rééquilibrer les débats entre coachs blancs et noirs, ces derniers ayant pour l'instant plus facilement accès au monde sportif amateur ou aux disciplines individuelles comme la boxe. Une mise à l'écart du monde professionnel qui ne date pas d'aujourd'hui et qui pose 2 questions essentielles. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer et quelles solutions apporter à ces hommes et femmes noirs désireux de mener un projet sportif vers les sommets? Fernand, là, je sais que quand vous l'avez dit, quand vous voyez ce sujet, il y a plein de choses qui vous révoltent. Alors, on va parler des sports individuels, on va passer le sujet foot pour le moment. Quand vous voyez que sur 32 équipes, dont 5 équipes africaines, il n'y a qu'un coach africain. Quand on voit qu'en 2017, à la dernière CAN, seulement 3 équipes sur 16 avaient comme coach un coach noir. Quelle est votre première réaction? Je suis choqué. Je suis vraiment surpris. Je ne pensais pas à ça. Je n'imaginais pas que les statistiques soient si graves que ça. Enfin, je ne m'attendais pas à ça du tout. Le documentaire, il est poignant. Mais non. Effectivement, on se rend compte que où il y a l'argent, il y a moins de noirs, en fait. C'est-à-dire que on parle de sport collectif, on parle de football. Football, ça génère beaucoup d'argent. Et donc, du coup, le head coach, le coach principal qui a les grandes... football ou basket. Voilà, ou football ou basket, ou même football américain, si vous voulez, ce que vous voulez, comme sport collectif. À partir du moment où ça génère beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux. Et en général, on n'inspire pas tout de suite la confiance. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, on n'inspire pas la confiance par quoi? Par rapport à un manque de compétences? Par rapport à un manque de professionnalisme? À votre sens, c'est quoi? C'est beaucoup, de mon expérience, c'est en grande majorité un manque de croyance en nous. C'est-à-dire que ceux qui sont, je ne vous parle pas que des Blancs ou que des Asiatiques, je vous dis de manière générale, je suis entraîneur, mon propre élève à moi, il a beau être black, si jamais il y a un Blanc qui se présente devant lui et qui lui propose un sujet, il est plus tenté à aller écouter ce que le Blanc va lui dire que ce que le Noir va lui dire. Là, je vous parle de mon Même vécu. vous, avec votre réputation, votre expérience, que vous représentez dans le monde du MMA, ouais. Vous êtes en train de me dire que si demain il y a quelqu'un qui vient et qui fait du charme à un de vos poulains, ouais. Il peut avoir s'il est blanc, il peut avoir tendance parce qu'il va lui faire plus confiance. C'est déjà arrivé. Ça il va se dire avec lui je vais gagner mieux, ça va être mieux. C'est ça. En général, ce qui se passe, c'est que même si on ne veut pas rentrer dans le communautarisme, en fait, les gens se poussent et cèdent en communauté. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez un noyau de personnes qui vont toujours s'entraider. Et vous avez, de votre côté, des personnes qui se disent, non, très peu, en ce moment, il y a un mouvement qui se passe, quand je vous dis ça se passe notamment sur le Airbnb, sur le rap américain, sur la musique américaine, où dorénavant, les Blacks commencent à s'entraider et à se faire confiance surtout, de se dire que, ok, je suis un musicien, je connais des grosses maisons de production, mais je vais faire confiance à ce jeune qui va commencer la production, il va devenir mon producteur. Moi, je vais en faire un grand producteur. Parce que de toute façon, je fais de la grande musique et lui, il va devenir un grand producteur. Et ça, parce que je vais au sport. Ça s'applique au sport. Revenons sur le football pour rester sur le fil des idées. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas tous ces enjeux,
je pense qu'il y aurait moins on aurait moins de problèmes. Maintenant, c'est difficile de détecter si ce n'est qu'un problème de confiance ou c'est aussi la communauté black qui ne se met pas en avant sur les compétences. C'est-à-dire que c'est très important de comprendre que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il est possible que nous prenions notre destin en main. Là, quand on voit la CAN, on peut pas accuser la CAN d'être raciste ou quoi que ce soit. Si sur 17 équipes, 17 coachs, il n'y en a que 3 qui sont africains, c'est que... Mais je vais aller abonder dans votre sens. Et Nasser, ce que dit Fernand était très intéressant parce que ce problème de compétences, en préparant l'émission, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, quand vous avez des jeunes joueurs, vous avez été sélectionneur, le problème des binationaux notamment, quand vous avez tous les grands joueurs de foot qui jouent dans les grands clubs, est-ce qu'ils se disent non mais je vais pas aller faire confiance à un pauvre mec qui est sélectionneur de l'équipe nationale, qui a jamais entraîné un grand club, alors que moi mon coach c'est Mourinho, c'est Klopp, c'est Pep Guardiola. Pourquoi je vais aller faire confiance à Aliou Cissé qui n'a pas entraîné un grand club, Nasser Sanjak, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça aussi c'est un complexe de supériorité de la part des joueurs et un complexe d'infériorité de la part des fédérations, des clubs? Très bonne question. Non, je dirais simplement que entre choisir quelqu'un qui n'est pas connu, pas reconnu on va dire, et prendre une personnalité qui est connue et reconnue, c'est clair que le choix est rapidement fait. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont en poste... Mais connu, ça ne veut pas dire qu'on soit bon. Non, j'entends bien. Mais je dis que dans la logique politique qu'il y a, le politique va pas choisir. C'est clair que pour lui, même si on paye un peu plus et qu'on prenne une denrée rare ou une personne connue, ça va attiser ou du moins ça va calmer l'opinion publique. Parce que c'est important l'opinion publique qui est liée derrière ça. Faut savoir qu'à un moment, en Afrique, on ne prenait pas quelqu'un de l'intérieur. Pourquoi? Pour pas créer des différends entre les communautés de la ville. C'est-à-dire que du pays. C'est-à-dire que si tu mets sélectionneur un garçon qui est d'une province, les autres provinces vont demander pourquoi c'est ce garçon-là, pas nous. Tu vois, il y a cette espèce de jeu qui s'est mis en place. Alors donc, en faisant venir un entraîneur étranger, ça permettait à tout le monde de dire « Ah, c'est bon ». Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus là. C'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si Obama est arrivé à la présidence, c'est parce que bien avant, on a fait des milliardaires blacks qui sont arrivés et qui ont posé leur discours, qui ont imposé une logique de penser. On a amené des juges aux États-Unis, c'était des blacks. Voilà, donc des maires. Voilà, tout à fait. Donc le mécanisme s'est enclenché, ça fait que tout de suite ça a sorti des personnalités, des gens, des garçons qui arrivaient avec des compétences énormes. On le voit même dans le basket américain. Mais dans le football, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que l'argent, où est l'argent? Il est commandé par les Blancs. Il est ordonné, il est structuré par les Blancs. Donc, de fait, pour eux, il est clair que c'est difficile de mettre un garçon de couleur qui n'est pas représentatif du public. Moi, j'ai eu ce problème-là. J'ai eu des présidents que j'ai vus qui voulaient me prendre à tout prix et qui m'ont dit c'est compliqué pour nous vis-à-vis des supporters. Parce que là, ça risque de pas être compris. C'est ce qu'on dit. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, nous, en Afrique, tu disais tout à l'heure des chiffres, il faut qu'on essaie de comprendre que c'est aussi politique. Quand des mecs qui sont en poste, c'est pas obligatoirement des bons entraîneurs, c'est qu'aussi politiquement, ça intéresse des pays que ces garçons-là soient là, parce qu'il y a la notion de la francophonie qui est en place. Il faut le savoir. Mais alors, là dans vos deux discours, vous avez un point commun, c'est l'argent et le pouvoir de l'argent. Et on a l'impression qu'en fait, là où nous, on essaye de trouver des raisons culturelles, des raisons de tradition, de peuplade, de compétences, de confiance et tout, en fait, le seul souci, c'est l'argent. C'est-à-dire que l'argent peut tout solutionner. Il suffit, comme vous disiez, que l'univers des arts et des médias soit puissant pour imposer telle ou telle personne, ou que, de la même manière, c'est ce que vous étiez en train de me dire, et en fait, c'est ce qui se passe dans certains pays quand c'est les pouvoirs qui mettent telle ou telle personne. On a deux présidents qui sont en Ligue 1 actuellement. Un qui est d'origine algérienne, qui est à Angers, et l'un qui est au PSG, qui est d'origine arabe. Regardez leur choix. Sur leur staff aussi, vous allez voir que pour l'instant, on ne touche pas, parce qu'ils savent que ça va toucher aux sponsors, ça va toucher à l'argent du sponsor. Et là, c'est compliqué pour eux de pouvoir faire venir des gens qui puissent amener d'une certaine compétence. Un garçon comme Khalafi, il donne la chance à un jeune entraîneur qui est allemand. Il ne dit pas, je vais prendre un jeune entraîneur, Black ou Burke, qui me semble, lui, très intéressant. Il faut bien savoir que le Milan AC, quand ils ont pris, parce que c'est j'allais dire, Saki, il faut savoir qu'il a été le prendre en 4e division. Il l'a ramené au Milan. Il est devenu le boss qu'on a connu. Saki est venu
de division amateur. Il est sur un schéma de jeu qu'il a mis en place et qui a fonctionné pendant 10 ans au Milan AC. Et ça, c'est Berlusconi qui l'a mis en place. Non mais Sacchi, il est italien. Oui. C'est italien, mais il vient d'un milieu qui n'était pas... Donc on peut aller chercher des... Voilà. C'est ça aussi, Fernand, on se rend Milan compte AC, on se rend compte qu'il y a un énorme paradoxe, c'est que là on parle du sport le plus populaire au monde, et on pourrait parler de NBA et tout ça, mais on se rend compte qu'après, dès qu'on dépasse la surcouche, dessous, en district, en national, on dirait que ceux qui font le taf, pour le coup, là on a besoin des Noirs, on a besoin des Arabes, on a besoin des Asiatiques, on a besoin, comme un peu dans la société, quoi. On a besoin que pour le travail de fond, pour le travail où il faut y être tous les matins, quand il fait froid, il peut arriver comme une star sur le terrain avec 12 coachs, là on a plus besoin d'eux. Elle est là l'injustice aussi. Moi je ne m'inscris pas dessus. Ma question, c'est déjà la question, comment elle est posée tout à l'heure, la manière dont M. Sanjak a posé la question en disant on ne les met pas dessus me pose un problème. Pourquoi ? On ne les met pas dessus. Je ne voudrais pas attendre de quelqu'un qui me mette dessus. D'accord. Effectivement, on est avec un handicap. On peut avoir des coups de pouce, on peut... Voilà, effectivement, on est avec un handicap. Il y a certains qui naissent avec une cuillère d'or dans la bouche, d'autres pas. Cependant, je n'attends pas, je ne souhaite pas que les Africains continuent à attendre qu'on les mette quelque part. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis un immigré. Je suis arrivé ici il y a moins d'une trentaine d'années. J'avais un autre métier complètement qui n'avait rien à voir avec le sport. J'étais sur l'ingénierie électrotechnique et puis à un moment donné, j'ai une blessure de ma carrière sportive et j'ai décidé d'apprendre à entraîner parce que je sentais qu'il y avait de la fibre pédagogique. Je ne peux pas attendre qu'on décide un jour, Fernand est un bon entraîneur, c'est le meilleur entraîneur de France. Ça ne va pas arriver. Il faut que j'aille chercher tout seul, apporter de la compétence. Effectivement, je vais travailler 2 fois, 3 fois plus dur que quelqu'un qui aurait une autre couleur de peau, mais je vais y arriver. Je vais travailler. Et ce que j'essaie de dire, c'est que il y a des niches comme le sport, comme le football où c'est très difficile. L'handicap, il est monstrueux. On parle des chiffres qui sont effrayants. Mais encore, on en parle quand on parle des personnes de la basse couche. Ceux qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font? Les grands noms qu'on a du football africain, les Etofis, les machins, on fait quoi concrètement? Est-ce que ces personnes-là, qui sont blindées, ne peuvent pas changer la course au lieu d'aller offrir des boissons ou des fringues est-ce qu'on ne pourrait pas se concentrer sur l'éducation, faire évoluer les choses pour qu'on ait le pouvoir, concentrer des centres de formation. Peut-être qu'ils le font et on n'est pas au courant aussi. Peut-être, voilà. On peut pas faire imposer une intention si on ne sait pas. Moi, ce que je voudrais juste mettre dans la tête des personnes, c'est qu'on prenne la résolution, c'est dire, je n'attends pas de l'autre. Aujourd'hui, quand on n'avait pas l'argent et que ces personnes-là, ces jeunes blacks, n'étaient pas arrivés à des grosses sommes d'argent, on pourrait dire, OK, le décalage, il est trop. Ceux qui ont le pouvoir et qui mettent dessus, c'est ceux qui ont déjà l'argent. OK, vous êtes là, vous êtes installé, vous avez commencé. Au bout d'un moment, moi, je vois la démarche. Zinedine Zidane, il est devenu un grand coach de football. Mais non, mais alors, d'accord, je comprends. On l'a vu en formation, ouais, on l'a vu se former. Il a une question pour répondre, enfin j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces jeunes sportifs, ces jeunes retraités du foot, de tous les plus grands sports, qui vous disent mais à quoi bon passer les diplômes parce que de toute façon, personne ne nous recrutera. Et ça, on l'entend souvent. À quoi bon passer... vous avez parlé de Zidane, il y en a un. Je pense que personne, c'est un superlatif, c'est trop, c'est exagéré de dire personne ne nous recrutera. Le nerf de la guerre, c'est la performance sportive dans le sport. Je pense que très clairement, si vous êtes un coach et qu'on vous ignore, mais que vous êtes extrêmement efficace, au bout d'un moment, les gens super riches viennent dire « Ok, on va l'appeler, peut-être on va le mettre en caché, et il va donner des conseils, peut-être, à l'ombre, mais petit à petit, on va s'imposer. » Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas juste jeter l'éponge en disant « À quoi bon passer les diplômes, puisque de toute façon, on ne va pas me recruter. » Non, continuons à avoir de la masse, continuons à avoir de la connaissance, de la masse de personnes qui vont vers la connaissance, et peut-être on va renverser la vapeur un jour, peut-être. Nasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manque de modèles? J'allais dire, tu sais, les niveaux de compétences entre les entraîneurs, il n'y a pas grande différence. Entre un blanc et un black, il n'y a pas grande différence.
T'as pas un mec qui connaît tout, qui connaît, et un autre qui connaît pas. C'est pas ça du tout. C'est que les compétences sont à peu près égales. Même un coach blanc et un coach noir. Le problème, c'est le choix qui est fait. C'est qu'à un moment, il faut que ces gens que tu parles là, il faut que ces gens-là introduisent le monde des affaires, deviennent des chefs d'entreprise, deviennent des responsables dans des conseils d'administration, deviennent les boss. Il n'en faut pas un, il n'en faut pas deux. Ça n'a pas permis à Pape Diouf d'avoir un entraîneur noir. Hein. Ça aussi. Mais bon, je peux comprendre que dans son conseil d'administration, c'est pas aussi clair que ça. Mais ça va passer par là. Ça passera obligatoirement par là. Par des gens qui vont dire, OK, on ose, on va, au nom de la politique, Absolument. Au nom de l'intégration, au nom de ce qu'on veut derrière, on va prendre le risque avec lui, sans vouloir dire qu'il est meilleur que les autres. C'est aussi ça qu'on a besoin. Donc en fait, il faudrait que Didier Drogba soit patron d'un club, exactement Samuel Eto'o soit patron d'un club, ou que Didier Drogba soit le patron de la chaîne Stade Afrique, pour qu'on fasse bouger les choses. Exactement. Je ne suis pas sûr que ce Didier soit Drogba qu'on adore, aussi, d'ailleurs, chez un voilà, je ne suis pas sûr que ce soit aussi manichéen que ça. Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a cette posture-là de dire qu'il faut des personnes qui fassent confiance à des personnes de couleur, mais je pense aussi que les personnes de couleur devraient travailler dans ce sens-là, de se dire que j'ai de la compétence, on ne devient pas entraîneur, on ne devient pas coach juste parce qu'on était un très bon joueur. Je vous prenais l'exemple de Zinedine parce qu'il était un excellent joueur et derrière, on a vu la personne à Clairefontaine se former, passer des diplômes, essayer de comprendre en fait la pédagogie, la méthodologie. Et du coup, à partir de ce moment, on a des connaissances. On a très peu de personnes qui prennent le temps d'aller chercher ces connaissances-là. Encore une fois de plus, je ne suis pas persuadé que le nerf de la guerre, le nerf étant la victoire de la compétition. Et pas forcément que l'argent. Voilà. Je ne suis pas persuadé que si vous aviez un entraîneur qui, à coup sûr, parce que entraîneur, ce n'est pas juste des méthodes qu'on applique, c'est aussi le pifomètre, c'est le nez, c'est la sensation. Il y a des gens qui l'ont ou qui ne l'ont pas, la pédagogie. Je ne suis pas sûr que s'il y avait un black qui arrive et qui est un magicien, il est bon, il assure, et à coup sûr, le PSG, c'est que si on recrute ces mecs, ils changent, ils basculent. On va se retrouver sur une série de 20 victoires. Je ne suis pas sûr qu'ils ne puissent pas s'imposer. Ça demande un peu plus de boulot que d'habitude. Fernand, cette personne, vous allez nous la présenter et on la présentera à Nasser. Je pense qu'il sera ravi de la connaître. Nous, on va continuer à se présenter. On va tout continuer en seconde partie. Sport Palabre, deuxième partie. Quelle place pour les entraîneurs noirs, plus généralement pour les entraîneurs du continent, toujours en présence de Nasser Sanjak et de Fernand Lopez. Vous l'avez compris, en tout cas en ce qui concerne les sports collectifs et le métier d'entraîneur pour les sports collectifs, il semblerait que ce soit un peu compliqué et qu'il y ait beaucoup de paramètres qui fassent que la place est difficile à atteindre. D'ailleurs, question Fernand, est-ce que vous considérez, vous en tant que coach d'un sport individuel, on parle du même métier, est-ce qu'un coach d'un sport collectif, c'est le même travail qu'un coach d'un sport individuel? Non, c'est complètement différent. Sur le sport individuel, c'est complexe. Il y a des binômes qui sont faits, des binômes entraîneur-entraîné qui sont très forts. Et c'est en fonction de ça aussi que ça joue. C'est pas juste un collectif avec un coach. C'est qu'à chaque fois, il y a une sortie, il y a un athlète qui est avec vous. Et c'est en fonction de l'athlète et la place que vous laissez la place que l'athlète vous laisse, que ça va être, que l'exposition va se faire ou pas. Et dans les sports collectifs, Nasser, juste pour revenir vite fait dessus par rapport à ce que dit Fernand, on n'a pas le temps de créer ce binôme? C'est compliqué aujourd'hui parce que tu as une gestion d'un groupe, un effectif, et tu as une gestion aussi d'un staff qui est énorme. Tu as double gestion. Tu as une gestion de 30 joueurs et tu as une gestion à peu près de 7 encadrant des entraîneurs adjoints. Donc tu as une posture qui est compliquée. Être à l'intérieur, d'avoir des préférentiels, on va dire, sur les coachs, sur les joueurs, fait qu'en sorte tu dois tenir beaucoup de recul. Ce qui fait qu'aujourd'hui on voit des entraîneurs qui sont sur les bords de touche, qui ne travaillent plus, qui sont là pour observer. Ce qui m'embête et ce que je remarquerai sur le sport individuel, moi la relation entraîneur-entraîné, sur la notion physique, sur le rapport physique au travail physique, c'est là que l'entraîneur pèse beaucoup. Et c'est ce qu'on a retiré, la première chose qu'on a retiré, c'est des futurs métiers qu'on a mis en place d'entraîneur préparateur physique, et on retire l'essence même de ce qu'est l'entraîneur dans la relation qu'il a dans le travail. On est manager, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. On est chef d'équipe. Ah oui, chef de travaux.
Justement, concernant les sports individuels, j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques jours Ayodele Kwesang, qui est une athlète du 4x100, qui est vice-championne du monde. Alors, on va dire qu'elle est championne du monde, championne olympique. Elle doit hurler devant sa télé en entendant ça. C'est une grande championne, quoi qu'il en soit. Et elle nous a parlé un petit peu du métier d'entraîneur dans le monde de l'athlétisme. On l'écoute. Est-ce que aujourd'hui la couleur de peau ou les origines d'un entraîneur sont des sujets polémiques? Moi, à ma connaissance, non. La seule chose que je peux ajouter, c'est que c'est vrai que les entraîneurs nationaux sont des cadres techniques. Donc, si je ne me trompe pas, pour être cadre technique dans la fonction publique, il faut être de nationalité française. Et du coup, je pense que ça doit être là où il y a peut-être effectivement des cas limitants lorsqu'on vient d'un pays étranger et qu'on a envie d'être cadre technique, en tout cas de s'intégrer dans la fonction publique. Mais du coup, c'est valable pour tout métier de la fonction publique. Après, en athlétisme, la couleur de peau, a priori, n'est pas un sujet problématique dans le choix des entraîneurs, en tout cas dans les postes qu'ils peuvent occuper. Parce qu'on sait que la France est quand même multiculturelle. Il y a aussi en athlétisme beaucoup d'anciens coachs ou de coachs actuels qui viennent des Antilles, qui viennent des dom-toms. Donc on a en tout cas l'habitude d'avoir des entraîneurs d'origine variée, en tout cas dans ce sport. Alors par rapport au choix de l'entraîneur, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où lorsqu'on rejoint un centre, un pôle, ou lorsqu'on rejoint l'INSEP, effectivement, les athlètes ont le choix entre des cadres techniques, des entraîneurs nationaux. Et dès lors, ce sont des entraîneurs qui ont été choisis et mis en place par la fédération. Donc le choix se fait à ce niveau-là. Lorsque l'athlète en fait décide de s'entraîner en dehors de ce cadre fédéral, il a donc le choix de s'entraîner avec des entraîneurs de son club ou bénévoles ou d'une autre structure. Mais c'est vrai que lorsqu'on rejoint un cadre plus fédéral, donc un pôle régional ou un pôle national, là le choix se fait entre des cadres nationaux qui sont en place par le biais de la fédération. Non, l'image elle est un peu saccadée parce que c'était fait par Skype. C'est pas Ayodele qui nous a fait le coup du robot. Merci Ayodele pour cette intervention. Fernand, pour revenir un petit peu au niveau du sport individuel, j'ai l'impression qu'il y a, au-delà de la technicité, de l'apprentissage, du coaching, il faudrait, surtout dans des sports comme le vôtre, où on va au combat, on prend des risques, donc il faut vraiment être accompagné. J'ai presque l'impression qu'il faut que le coach et son sportif aient sensiblement un peu la même histoire, qui se comprennent. Alors je vais parler de Francis, même si vous avez d'autres grands champions. Francis a une histoire particulière, Francis Ngannou, qui était venu sur l'antenne de Stade Afrique nous raconter son histoire au travers de notre émission Face Cam, que vous pourrez revoir en replay d'ailleurs. J'ai l'impression que pour le comprendre, pour pouvoir tirer le meilleur de lui, il faut aller au-delà de simplement la technique, la pratique, il faut aller faire bouger une autre fibre. Je fais le parallèle avec, vous allez peut-être bondir, Rocky, l'œil du tigre. Voilà, j'ai l'impression que quand on est un coach individuel, on va chercher l'œil du tigre. Et dans Rocky, je vous rappelle, pour le remettre sur les rails, on l'amène dans un boxing club africain, enfin noir, où on voit que les mecs, ils en chient pour y arriver. Il faut retrouver l'âme de tout ça. Et ce lien-là, dans l'individuel, j'ai pas l'impression qu'on le retrouve dans le collectif. Vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est beaucoup plus prépondérant sur les sports individuels. Il y a quelque chose qui est un facteur X, un facteur de performance. Un supplément d'âme. Voilà, qui est... il faudrait que l'athlète retrouve son coach et que le coach retrouve son athlète. Vous parliez de binôme tout à l'heure. C'est quelque chose qui se fait. Il y a une magie qui se crée entre deux personnes et il y a une connexion qui se crée particulière à ces deux personnes. Et peu importe les origines, peu importe le style, il faut qu'il y ait quelque chose, une magie qui se crée et que la personne comprenne parfaitement et que ça s'emboîte parfaitement pour que ça marche. Effectivement, je pense que dans les sports collectifs, j'ai joué au rugby, il y a des binômes qui se font à l'intérieur de l'équipe,
ça peut être problématique parce qu'effectivement, on ne sommes pas des robots et qu'on aura du mal à affectionner les 15 de son équipe de rugby Comme de au la foot, même d'ailleurs. manière. Voilà, de la même manière. Donc on crée des affinités avec 1, 2, 3 personnes et on essaye de On faire se que cherche ça, plus, voilà, on a voilà. la même vision du jeu. Voilà, quoi. mais complètement, je suis d'accord qu'il y a un facteur de performance qui est sur les affinités binômes. Ouais. Mais alors, la question que je vais vous poser, en fait, tout ça pour vous poser une question toute simple, est-ce que Francis pourrait avoir un coach blanc? Absolument. Absolument. C'est-à-dire que... Moi, honnêtement, j'ai du mal à le concevoir. Alors, peut-être que je suis... Moi, je vous le dis, c'est mon ressenti. Sinon, je ne serais pas sincère. Je trouve que si Francis s'enfermait dans l'idée de se dire « je suis avec Fernand Lopez parce qu'il est black », ou non, mais parce que ce serait malsain, on a déjà. une culture qui nous rapproche, on a quelque chose, on a un lien qu'on peut pas, on peut pas demander, il peut pas avoir le même lien qu'un Suédois, enfin même Mais si, c'est arrivé déjà. Il y a des familles adoptives qui adoptent des personnes de couleurs différentes et qui ont une affinité incroyable. Il y a des personnes qui deviennent très affinitaires avec des personnes d'une autre race. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si on me pose la question, est-ce que Francis pourrait trouver un autre coach mieux que le coach qu'il a bien connu, ça pourrait se poser comme question. Ça ne me gênerait pas. Dire est-ce que Francis pourrait trouver un autre coach qu'un black, c'est gênant pour moi en fait. Je ne sais pas quand. C'est ma posture. Je me trouve c'est mal pas à une l'aise. question qui se pose en fait. Voilà. Je me trouve mal à l'aise par rapport à ça parce que la compétence de pouvoir entraîner, ça veut dire que je m'élimine en fait de mes élèves. J'ai plein d'élèves qui sont blancs. Qu'est-ce qui fait de moi incompétent parce qu'ils sont blancs et que je ne pourrais pas, je ne suis pas suédois et que je ne pourrais pas comprendre ce qu'ils font? Non, je pense qu'il y a une magie Non, qui mais là, se crée entre deux personnes. c'est votre discours de pédagogue, je comprends. Mais Francis et les autres élèves que vous avez, Ouais. même si je ne veux pas faire une fixette sur Francis, mais c'est celui qui, en ce moment, crève l'écran et dont on entend beaucoup parler au travers de ses performances, il n'y en a qu'un. Son histoire, il n'y en a qu'un. Un champion du monde, enfin, UEFA. Comme tout le monde. Laurent, il n'y a qu'un Laurent. Vous aurez que votre histoire à vous. Chacun de mes athlètes, il sera unique. Il a sa manière unique. Je pense que Francis, il est unique, il est particulier. J'ai eu la chance de l'avoir côtoyé dès ses débuts. J'ai eu la chance de l'avoir accompagné. Donc, ça me donne certaines compétences sur la compréhension psychologique du bonhomme, sur la compréhension, sur ses limites, sur tous les détails de ses blagues, son état d'esprit. Il y a de la communication non verbale qui va se créer entre lui et moi. Je sais quand quelque chose ne va pas, je sais quand il y a quand il est dans son état optimal. Cependant, il aurait pu avoir cette même relation avec un blanc. C'est juste ma posture. D'accord. Il a réponse à tout. Et- Nasser, vous, quand vous êtes... Il n'est pas d'accord, Nasser. Non, magnifique. Non, tes propos sont justes. Je dirais simplement tu parles d'alchimie tout à l'heure, où j'y crois beaucoup à ça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il n'y a pas de mots dans la langue française pour expliquer ce que c'est que la relation entre deux. Mais je pense que les éléments qui font que les gens adhèrent, il y a la notion raciale, la notion sociale est très importante. Si tu viens d'un niveau ou d'un Plus endroit... social que racial, d'ailleurs. Ça joue beaucoup. Et les mecs se reconnaissent en toi parce que tu es un exemple, parce que tu as montré, parce qu'on te connaît, on sait que tu as fait. Donc je le vois sur le football. Je vais pas dire je vais mourir pour toi, mais je vais aller à fond pour toi. Pour toi. Parce que j'ai besoin, moi, de ce vecteur-là. Ça me plaît beaucoup ce que vous venez de dire, plus social que racial. Bien sûr. Le fait que j'ai grandi dans le même environnement que Francis, je suis né au Cameroun, le fait que j'ai connu des choses que Francis a connues, quand je parle avec Francis, je ne parle pas en français, je ne parle pas en anglais, je parle dans un argot qui est purement camerounais. Je le coach dans une langue qui est particulièrement, je lui parle le camfranglais, ça apporte un plus. Dès le début, quand je le coachais sur des compétitions parisiennes où tout le monde parlait français, je lui disais des mots que ses adversaires ne pouvaient pas comprendre. Effectivement, c'est sympathique et ça apporte quelque chose. Cependant, j'insiste encore dessus, ce n'est pas que ça qui crée de l'alchimie. J'ai eu des alchimies. Mais ça crée la reconnaissance pour que le garçon puisse aller au bout, pour toi. C'est-à-dire qu'il va faire les choses pour toi, pas que pour lui. Il va se donner, il va se vider parce que tu es là et parce que tu le regardes. C'est très important. Ça. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai eu des personnes qui ont donné pour moi, ou sur lesquelles j'aurais pu donner pour eux, Exactement. beaucoup plus
d'éléments alchimiques qu'avec Francis, et pourtant il y a eu ça avec Francis. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la condition sine qua non. Non. Il faudrait qu'il y ait, au-delà de ça, je pense que j'ai un frère à moi qui fait du MMA. Lionel Ngono, il s'appelle. C'est mon frère, même père, même mère, il fait du MMA. Je ne pense pas que j'aurais pu être un aussi bon coach pour lui que j'ai été un aussi bon coach pour Francis. Bien sûr. De la même manière, je ne pense pas que je pourrais, j'aurais pu, il y a des athlètes avec lesquels j'ai été un meilleur coach que ce que j'ai pu être avec Francis. Je veux juste te dire que, de mon point de vue, ça n'engage que moi, je ne pense pas que la race soit le truc qui me mettrait le plus près de lui. Je pense que c'est un facteur qui pourrait aider dans la compréhension de l'athlète, mais ce n'est pas que ça. Alors, pour revenir un peu à notre sujet, ce que vous dites, Fernand, est très fort et très très intéressant. J'espère que nos téléspectateurs l'apprécient tout autant. On voit donc que dans le sport individuel, comme l'expliquait Ayodele tout à l'heure concernant l'athlétisme, il y a une relation tout autre que quand on est un manager, un chef d'équipe. La question, Nasser, quand on entend parler Francis de sa relation avec son sportif, quel qu'il soit, parce qu'il n'y a pas que Francis, on le répète, il en a plein d'autres, vous nous les citerez après, je pense qu'il serait bon de ton de parler d'eux aussi. Est-ce que ça vous manque pas, vous? Est-ce que vous, en tant que... Est-ce que des fois, quand vous avez 30 joueurs, il n'y en a pas 2 avec qui vous avez envie de passer plus de temps? Vous savez que si vous en occupez mieux, vous allez pouvoir leur apporter, ils vont pouvoir dépasser des limites. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez 30 joueurs, il y en a 5 du Maghreb, 2 qui viennent de la région dont vous êtes issu en Algérie, et puis il y en a 2 autres qui ont des parents qui voteraient plutôt un peu extrême droite? Comment ça se passe? Comment on fait pour naviguer dans tout ça? Il est très fin. Ben parce que c'est ce qui se passe. Vous ne me l'avez pas dit, hein, mais Non, après, comment on gère ça? T'as un groupe d'hommes, d'humains qui est devant toi. Donc tu peux imaginer qu'à l'intérieur du groupe, il y a de tout. Tu vas rencontrer de tout. Après, c'est toi qui dois avoir un juste milieu pour tout le monde. Parce que tout le monde attend ce qu'il attend de toi, le joueur, il attend de toi que tu sois un garçon, tu es un homme équitable. Juste. Tu es juste. Si tu oses enfreindre ça, tu perds la moitié de ton équipe. De fait. Mais s'ils savent que tu as la réputation d'être propre, donc la première compétence qu'on demande à un sport, à un entraîneur de groupe, de sport collectif, c'est d'être juste. L'intégrité. Ah oui, c'est ça. L'intégrité, il ne faut pas briser le lien de confiance. Des fois, on se trompe. Quand un coach, on parlait de coach tout à l'heure, le coach a plusieurs casquettes. Il n'a pas que la casquette d'entraîneur, mais des fois, il va prendre la casquette de préparateur mental. Dans la préparation mentale, vous allez dire des choses à un athlète. Des choses, en fait, qui doivent être encourageantes. Des fois, un peu exagérées, mais pas du mensonge. Il faudrait pouvoir dire à un athlète, ce soir, tu vas être le plus fort parce que tu es préparé comme ça. Mais si je lui dis un truc qui est faux, en lui disant, et si il le ressent, je viens de briser quelque chose qui ne sera plus réparable. Et derrière, il a besoin surtout que tu sois d'une grande compétence. Alors, quand je dis grande compétence, parce que malheureusement, le temps file et il y a d'autres sujets que je voudrais aborder, même si je passerai des heures avec vous et c'est vraiment très intéressant. Nasser, par rapport à ce que vient de dire Fernand, et de toute la passion qu'il met, peut-être que c'est lié aussi à la réussite de ces champions, l'un ne va forcément pas sans l'autre, j'ai l'impression qu'en fait, les authentiques, pour revenir au thème de l'émission, j'ai l'impression que les authentiques, ceux qui se battent, qui en font, qui vivent leur sport avec passion, on ne les voit pas. Ils sont dans les sous-couches, district, régional, petits clubs de quartier où les autres ne veulent pas aller, ce genre de choses, et que en tête d'affiche, on met les stars qui en fait sont avant tout des gens qui parlent bien à la télé, qui vendent bien l'image du club, qui vendent bien le business. Je cite quelqu'un en préparant l'émission qui a dit c'est un problème de communication. Médiatiquement, un entraîneur africain n'attirera pas franchement les sponsors. Le merchandising est l'un des critères qui prennent en compte les clubs au moment de nommer leur entraîneur. Le football n'est pas en dehors de la société, le racisme est partout présent, le football n'est pas différent. Un certain Nasser Sanjak a dit ça. Extrêmement vrai. C'est extrêmement vrai, ça. C'est ça, en fait, c'est qu'en fait, il y a les ouvriers de la préparation du sport, et là, c'est œcuménique et on fait pas de disparité, il n'y a pas de différence. Et en haut, on met les stars, comme à Hollywood. Vous avez 3 stars afro-américaines, même s'il commence à y en avoir un petit peu plus. C'est en train de bouger, mais voilà, on trouve la même chose partout. C'est exactement ça. Moi, j'allais dire une chose, c'est que
faut déjà classifier ce que c'est le sport de haut niveau. Est-ce que c'est du star system, voilà, comme on connaît aujourd'hui, les télévisions, les médias. Donc on va ramener les plus beaux, ceux qui passeront le mieux à la télé, parce que c'est ce qui va nous intéresser, puisque tu n'interviendras pas dans le jeu, parce que les joueurs savent jouer à ce niveau-là. Qui c'est qui les entraîne? Qui c'est qui entraîne le Manchester City? C'est tout le staff qui est autour. C'est les 7-8 entraîneurs qui sont là, et que l'entraîneur manager, lui, est à côté, il ne bouge pas. Ou il est dans le bureau, ou il est en réunion. Il donne les grandes lignes. Oui, il donne les grandes lignes bien avant. Laurent Blanc, il avait 7 entraîneurs. Dans 7, il avait 4 préparateurs, 4 spécialistes du technico-tactique. Tu avais 3 de la préparation physique. Et c'est des petits jeunes qu'on ne voit pas, qui font les séances, qui préparent le travail. Et lui intervient comme ça sur le match qui arrive et sur la causerie qu'il va avoir dans mon match. Mais ce que je voulais te dire... Sur la conf de presse. Oui, voilà. Mais ce qui est important, c'est... Nous, on est des éducateurs, on est des entraîneurs, on est des éducateurs. Tu éduques des enfants. Ça aussi, c'est une part monstrueuse du travail. C'est-à-dire que tu as des jeunes dans des quartiers, que tu t'occupes d'eux. C'est aussi valorisant pour moi de m'occuper d'un jeune, comme je me suis occupé des jeunes là, comme je voulais m'occuper de Moussa Saïb et de Tassaout, les grands joueurs qui avaient en Algérie. C'est pas un problème pour moi. C'est du rapport humain. Mais simplement, c'est que là-haut, il y a des gens il y a un business, il y a de l'argent, mais c'est un autre métier. C'est autre chose. C'est pas ce qu'on demande à des éducateurs ou des entraîneurs pour s'occuper de la masse et s'occuper de tes jeunes dans des salles de boxe partout, pour avoir le discours juste pour les mettre sur le droit chemin, pour pas qu'ils se partent en vrille. C'est ça le plus important. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas on soigne la vitrine. Ça ne me choque pas. Ce que je veux dire, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Je suis capable d'entraîner des personnes qui sont inconnues. On parle de Francis Ngannou quand je l'ai connu, il était SDF, je voyais le potentiel de champion, mais à l'époque, à l'instant, à ce moment-là, qui est capable de parier sur un mec en se disant, ce mec il va être champion dans 2 ans de MMA, il était complètement incapable de payer une cotisation. J'aurais pu dire, je ne le mets pas en avant, machin, mais ce que je veux dire, c'est que je suis capable de faire dans le social, de donner des valeurs éducatives, mais aussi capable de comprendre que le monde avance et on s'adapte au digital. Dorénavant, pendant que je suis sur cette émission, si j'arrive sur l'émission et que j'ai un petit t-shirt, une singlette et que ça ne présente pas pour l'émission, vous n'allez pas pouvoir avoir une audience correcte dessus parce que je ne suis pas représentatif des codes de la société. On vit avec la société. Quand j'entraîne mes athlètes, je les entraîne, je n'ai pas entraîné Francis juste à faire du combat, j'ai entraîné Francis avec les codes de la société, comment mettre une veste, comment mettre un... Donc on revient en termes d'éducateur. Donc du coup, éducateur, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que les espèces qui vont survivre, ce ne sont pas les plus fortes, ce ne sont pas les plus intelligentes, c'est celles qui s'adapteront. L'OMMA, le football aujourd'hui, il faut absolument qu'on s'adapte. Les entraîneurs doivent comprendre que dorénavant, l'entraîneur n'est pas celui qui c'était. Moi, j'ai eu des conflits avec des athlètes qui disent « Coach, tu aurais dû me demander avant de faire telle déclaration. » Non, je suis un individu à part. J'ai mon autonomie et je choisis de communiquer si je veux ou si je ne veux pas. Ensuite, deuxième des choses, je me soigne de façon à ce que je puisse être un vecteur de communication. On ne peut pas continuer à se dire que on va attendre qu'il y ait l'organisation et le comité directeur qui choisissent un coach communicant et un autre coach qui est un travailleur. Il faut qu'on s'adapte et qu'on devienne un coach qui est capable à la fois de travailler, de faire du social, d'entraîner des personnes d'élite, mais aussi de communiquer, être un communicant. Ça devient le marché. Il faut qu'on s'adapte. C'est la société qui te place. C'est pas toi qui définis. C'est la société qui va définir que tu es un coach social, tu as un coach pour ces jours-là, tu as un coach pour le haut niveau. C'est eux dans leur code à eux, c'est pas dans les tiens. C'est sur ce point de vue-là exactement que je suis pas d'accord et que je me dis toujours que, effectivement, le comité directeur a tendance à placer, mais on peut commencer à avoir des multicompétences et des multicasquettes. Messieurs, Fernand, en tout cas, je tiens vraiment à vous dire que ça a été un plaisir de vous recevoir parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On dit souvent qu'on a dit qu'il manquait de modèles. Je pense que vous êtes un véritable modèle pour tous ceux qui ont la velléité de devenir des éducateurs, des coachs, d'accompagner pour les bonnes raisons. Nasser, vous n'êtes pas un modèle, vous êtes une légende. Moi, je ne suis que votre humble serviteur. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. L'émission en replay. Regardez ce qu'a dit Fernand, regardez ce qu'a dit Nasser, et je pense que ça peut vous aider pour la suite. À très bientôt. Ciao.